Putain, respirer est un calvaire. Mon rythme cardiaque s'emballe, et pourtant je dois lutter pour ne pas m'évanouir. Chaque pas est un effort surhumain. Je m'arrête tous les 2 mètres. Mais bordel, qu'est-ce que je fais là ? Ça y est, je me souviens. On est en mai 2016. Et depuis plusieurs mois, j'ai quitté la France et je vis en Argentine, accompagné par Florent. Ouais, on voulait se sentir aventurier. On a fait quelques voyages dans le sud et le nord du pays, mais on vit désormais une routine de vieux à Buenos Aires, avec nos latinas. Le problème, c'est que nos visas périment dans quelques mois, et on ne trouve pas de travail. Donc notre temps et notre argent sont très limités. Bref, on va devoir rentrer en France bientôt. Ça sent la fin. On sait qu'on doit quitter l'Amérique du Sud bientôt, alors il faut absolument qu'on termine notre périple en beauté. On ne peut pas le faire seul, on a besoin d'aide. Mais du lourd. On fait donc appel à Patch et Baptiste, qui débarquent dans 1 mois en Argentine. Tous les 4, on se connaît depuis l'école maternelle de Sona. Plus de 20 ans d'amitié fraternelle. Bon, dès qu'ils nous rejoignent ici, notre plan c'est de marcher sur les terres de l'Empire Inca, au Chili, puis au Pérou. Le plan est parfait. Les Sonasiens arrivent dans quelques semaines et on commencera le voyage le plus épique de notre vie. Il faut que je me prépare. J'ai besoin de me construire une condition physique titanesque. J'ai besoin d'inspiration et j'ai besoin de méditer. Il me reste 1 mois avant leur arrivée. La meilleure idée, c'est d'aller me ressourcer seul, quelques jours, en Bolivie. C'est le seul pays qui touche à la fois l'Argentine, le Chili et le Pérou, qui sont justement les 3 pays qu'on va visiter entre Sonasiens. La Bolivie sera donc une parfaite introduction à la culture inca. Et en plus, l'altitude moyenne est très élevée, alors ça renforcera mon corps. Je vais même essayer de terminer cette expédition solitaire par un sommet volcanique à plus de 6000 mètres. Ce serait un exploit de fou. Lundi 9 mai, je pars donc pour la Bolivie. J'atterris à Santa Cruz, puis je me rends immédiatement à Sucre. C'est une immense cité blanche, et c'est l'ancienne capitale du pays. Je me sens minuscule et un peu perdu. L'altitude de 2800 mètres se fait déjà un peu ressentir. Mais ce n'est pas encore assez haut. Je poursuis donc ma route à Potosí, une des villes les plus hautes du monde. Ma première nuit à 4100 mètres d'altitude m'a totalement desséché les voies respiratoires. Pour compenser la faible densité de l'air, mon cœur bat très vite et mon corps essaye de fabriquer de nouveaux globules rouges. Le temps de m'acclimater, j'occupe mon esprit dans les mines de Potosí, à 4500 mètres d'altitude. Le guide me raconte que ce sont des mines d'argent. Elles ont beaucoup enrichi la couronne espagnole après la colonisation des Amériques. Petit à petit, j'en apprends plus sur l'histoire des Incas et des conquistadors. L'Empire Inca occupait la côte ouest du continent, en recouvrant l'Équateur, la Bolivie, le Chili, le Pérou et même une partie de l'Argentine. L'Empire Inca était en fait une union de nombreuses tribus différentes, gouvernées par un seul empereur. Mais tout bascule en 1492 quand Cristoforo Colombo cherche une nouvelle route maritime pour l'Asie du Sud-Est. Il tombe sur l'Amérique, un monde immense et totalement inexploré par les Européens. Les Espagnols avaient soif de conquête et de gloire. Ils ont d'abord rencontré les Aztèques au Mexique, puis se sont dirigés plus au sud, chez les Incas. À cette époque, l'Empire Inca va mal. Des épidémies européennes se propagent déjà, et une guerre civile divise les tribus. Et c'est en 1532 que Francisco Pizarro débarque au Pérou, accompagné par 180 conquistadors des terres. Ils avaient des bateaux immenses, des animaux inconnus, des armures brillantes et des armes magiques qui faisaient le bruit du tonnerre. Ils étaient tellement stylés qu'on les a pris pour des dieux.
Les conquistadors ont utilisé des fourberies militaires typiquement européennes et ont capturé l'empereur. À partir de là, ils ont ramassé un colossal butin d'or et dominé le continent. Et pourtant, dans ces mines de Potosi, je réalise que la culture inca est encore présente en Bolivie. Les mineurs indigènes parlent tous le quechua et font des offrandes à leur divinité de la terre, Pachamama. Moi aussi je lui laisse une offrande pour qu'elle m'aide à vaincre une autre divinité que je vais affronter bientôt. C'est le dieu ancien Parinacota que je compte soumettre. La bête mesure 6348 mètres et sépare la Bolivie du Chili. Si je réussis à le gravir, j'aurai prouvé ma valeur aux dieux incas et ils nous couvriront de gloire pour notre voyage sonasien. Mais si j'échoue, mieux vaut ne pas y penser. J'ai intérêt à m'entraîner, de plus en plus haut. Je pars donc pour 3 jours en expédition à Uyuni. Chaque paysage sera l'occasion de tester ma puissance et de faire de belles photos. Le premier spot est un cimetière de train à 3700 mètres d'altitude. Les voies ferroviaires servaient à transporter les minerais, mais les ressources ont été épuisées. Tout a été laissé à l'abandon, alors j'en profite pour m'amuser. Et cette étendue blanche est le Salar de Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde. On se croirait dans la salle de l'esprit et du temps. « 10 km² parfaitement plat. On pourrait y construire 150 terrains de football. C'était un lac il y a 14 000 ans, puis il s'est évaporé en laissant une quantité colossale de minéraux. On trouve ici la moitié des réserves de lithium de la planète, pour fabriquer des batteries électriques. Le seul relief qui émerge est l'île Inkawasi, un petit sommet volcanique couvert de cactus. Les nuits à 4500 mètres sont glaciales et très sèches. Alors mon organisme subit un énorme stress d'adaptation. Mais je tiens bon. Aucun symptôme grave pour le moment. Même à 4700 mètres avec ces geysers, j'ai le droit à de bons moments de repos, dans les eaux thermales chauffées par du magma souterrain. C'est mon dernier jour à Uyuni. J'arrive en bus à La Paz, grande capitale de la Bolivie. Pour me tester, je fais un petit trek à 5400 mètres d'altitude. Je n'ai jamais été aussi haut. Dans cet environnement hostile, l'air est moins dense. Je dois faire 2 respirations pour obtenir autant d'oxygène qu'une respiration normale de Buenos Aires ou de Sona.
J'essaie de courir, mais je manque de m'évanouir. Je redescends donc à 2500 mètres pour visiter la Valle de la Luna. C'est un paysage désertique formé par l'érosion. Et je vis là mes dernières heures reposantes avant d'affronter le volcan Parinacota. Bon, prêt ou pas, j'ai rendez-vous demain avec mon guide pour l'ascension du dieu volcan. 6300 mètres le monstre. Ce sera très difficile, voire dangereux, car mon corps n'est pas encore acclimaté. Je pars méditer en haut de La Passe, à 4000 mètres. Allez, un ultime entraînement physique et mental. Le Parinacota est un dieu solitaire. Il siège dans la région perdue de Sajama. Après un long périple, j'arrive chez mon guide Mario. Il m'hébergera pour la nuit. J'observe un peu le volcan par la fenêtre de ma chambre avant de dormir. Le stress est maximal. « 2 heures du matin, le réveil sonne. On part en voiture jusqu'au pied du volcan. Allez. On part de 4800 mètres, c'est-à-dire que l'altitude du Mont Blanc est notre départ. Plus de 6 heures de marche nous attendent pour atteindre le sommet. 5000 mètres, 5200 mètres, 5400 mètres. Désormais, à chaque pas, je bats mon record d'altitude. Je tiens bon, le soleil se lève. « 5600 mètres, 5800 mètres, 6000. Là, je suis à bout de force. La pression atmosphérique est tellement faible que je dois faire 3 respirations complètes pour avoir l'équivalent en oxygène d'une seule respiration de basse altitude. Je suffoque. Je doute de mes capacités. 6100 mètres. Ah putain, respirer est un calvaire. Mon rythme cardiaque s'emballe et pourtant, je dois lutter pour ne pas m'évanouir. Chaque pas est un effort surhumain. Je m'arrête tous les 2 mètres. Mais bordel, qu'est-ce que je fais là? Il me reste 2 heures de montée pour atteindre le sommet. Si je traîne trop, je risque de faire un œdème et ça peut mettre ma vie en jeu. Le corps humain n'est pas fait pour un environnement aussi extrême. Bon, j'abandonne. On redescend. Parinacota a gagné. Et j'ai perdu. Il est temps de rentrer à Buenos Aires. J'ai besoin de repos. D'autres aventures m'attendent, et cette fois je ne serai pas seul pour les affronter. Adieu, Bolivie. De retour à Buenos Aires, je reste enfermé plusieurs jours. Le volcan Parinacota m'a humilié. Est-ce que les dieux incas sont contre moi? Est-ce qu'ils menacent notre voyage entre Sonasiens? J'espère que tout ira bien. On est lundi 23 mai. Il me reste quelques jours de calme avant la tempête Saiyan. De quoi me reposer et préparer l'accueil de Baptiste et Patch. Ce qui est génial à cette altitude zéro, c'est que ma condition physique n'a jamais été aussi solide. Florent est impressionné. Il a l'air bien plus musclé qu'avant. 3 jours plus tard... Dimanche 29 mai, nos 2 amis arrivent enfin, chacun leur tour.
On se retrouve tous les quatre à la maison de Chacabuco, dans le quartier de San Telmo. C'est là que je vis avec Florent depuis des mois. On partage les lieux avec plein de latinos. Mais aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir de se retrouver tous les quatre entre Sonasiens. Baptiste sort son iPhone pour filmer de futurs moments mémorables. Même si on est à 10 000 km de Sona, on sent l'énergie qui monte. C'est trop beau le studio. Parfait. Buenos Aires paraît très européenne, car elle est peuplée d'immigration espagnole et italienne depuis le XVIIe siècle. L'Argentine est ensuite devenue indépendante de l'Espagne en 1816. Florent et moi faisons découvrir Buenos Aires à Patch et Baptiste, en commençant par le célèbre marché de San Telmo. Dans cette ville magnifique, l'énergie des 4 Sonasiens réunis s'auto-catalyse et explose. On part se défouler au bar Maquena. No lo puede pagar, manos arriba, el máquina en fresco va a cambiar. Así se hace hermano, es improvisación, la batalla de los gallos, pero sé que... Après cette première soirée, on dormira tous les 4 dans une chambre double. Patch et Baptiste ont prévu leur sac de couchage pour dormir sur le planche... Ah bah non en fait. Patch s'est planté. Il a ramené une putain de doudoune pliable. Ces premières heures ensemble annoncent un séjour exceptionnel. Jour 2, on va essayer de rester calme. On visite La Boca. Un quartier pauvre mais très coloré. On est dans le quartier de la Boca. C'est le quartier du vieux port. Un quartier de pirates un peu. C'est tout vieux, tout vermoulu, mais c'est joli, il y a des couleurs. Là, il y a mes compères de voyage. Gayman. En fait, La Boca est surtout célèbre pour son club de football, Boca Juniors, où a joué Maradona. Et pour en savoir plus sur l'Argentine, rien de tel que d'interroger son passé. Dans le cimetière de Recoleta. Ici sont enterrés tous les protagonistes de l'histoire du pays. Et le lieu a été dessiné par un Français. Mais si on devait retenir une image de Buenos Aires, ce ne serait pas celle des morts au cimetière, ce serait celle des vivants, qui continuent d'avancer. Ils marchent, ils dansent, ils sautent. Et nous, on était émerveillés ce soir-là, devant le spectacle Fuerza Bruta. On a de gros projets tous les 4 pendant ce voyage.
Et il nous reste 2 semaines. Alors on ne s'attardera pas trop à Buenos Aires. On part au Chili, un pays qu'aucun de nous 4 n'a jamais visité. Jeudi 2 juin, voyage en avion pour Santiago, puis bus pour Valparaíso. C'est littéralement la vallée du paradis. On passera notre séjour dans l'hostel Joya. Il est luxueux mais vide, car c'est l'hiver. C'est parfait. Et la ville est vraiment paradisiaque. Le climat est doux, il fait beau, on s'imagine déjà vivre ici éternellement. Plein de chiens nous escortent dans la rue. La première journée sera consacrée au musée de la Navy chilienne. Valparaíso était un énorme port, très stratégique pour les Espagnols. Mais la ville était souvent attaquée par les pirates anglais. Ils étaient attirés par cette colossale quantité d'or inca accumulée par les conquistadors. Puis au fil des siècles, la ville a été construite par l'immigration allemande, croate et italienne. On ressent bien l'influence européenne. Première soirée ici. On y va fort. À l'auberge, Baptiste et moi découvrons le fameux vin du Chili, sans mesurer les dangers qui nous attendent. Ouais, Patch. Non. Non. Non, il a pas vu ce parti. T'as pas vu Spartacus. T'as chaud. Voilà. Ça c'est fait. On boit du sac plastique. Chacun son tour, on se filme. Je vais passer le portable après. Vas-y. Laisse-moi une goutte. Chacun son tour. On est né à Soda pour boire ce vin. Putain, c'est psychopathe. C'est bon. Je meurs d'impatience de passer à l'action. Réveil ultra difficile. Les derniers verres de vin étaient clairement en trop. On est rentré à 3 sans Baptiste, car il avait disparu. À notre réveil, il est là dans son lit, mais les draps sont pleins de sang. Il essaie de se souvenir pour nous raconter. Il était perdu en ville et s'est mis à courir pour échapper à un danger et attraper son bus de retour. Il a fait une grosse chute. Directement sur sa main. Les ongles sont arrachés, mais la pire douleur vient de la paume. Putain, il s'est bien niqué la main. Si la blessure est grave, il risque de devoir rentrer en France de toute urgence. Cela ruinerait totalement notre aventure. Les dieux sont cruels. En attendant le diagnostic, il fait le choix de continuer, malgré la douleur. Patch et Florent, eux, étaient frais ce matin. Alors ils sont partis visiter la ville à 2. J'attends Baptiste, on fait le marché. Mange des bananes. Pardon. Au marché de Valparaíso. La main est cassée depuis hier soir. Elle est énorme. Beaucoup trop bourrée. Voilà. Mais la vie est belle. Et en fin de journée, on se retrouvera tous les 4 pour visiter la Sebastiana. C'est la maison du poète Pablo Neruda. C'était un révolutionnaire et il est mort juste après le coup d'état du général Pinochet, dans des circonstances mystérieuses. Le hasard. Nous voilà en haut de la Sebastiana. On a une vue de bâtard. Et il fait grand soleil. Et on est en plein hiver. Putain, c'est bon vivre ici. Hein. Honnêtement, on est en hiver, mec. En hiver, il fait 25 degrés de sa limite. Ouais. Baptiste ira voir un médecin aujourd'hui, et le diagnostic sera brutal. Il a une triple fracture de la main. C'est un miracle que les os soient restés en place. Mais si jamais il bouge,
ce sera la fin du voyage pour Baptiste. Retour immédiat en France. Chirurgie, rééducation. Pour le moment, on continuera le voyage malgré cette épée de Damoclès. L'air marin va nous apaiser un peu. On va voir des lions de mer. Apparemment, c'est une sorte d'otarie locale. Assez grosse. Les mâles font 500 kilos. Ah ouais, ils sont énormes. Ils sont là. Bon, sinon, ma main va un peu mieux. Je peux commencer à rebouger mon pouce. Oh. Alors là, attention, vidéo extraordinaire. Regardez ce qu'il y a dans la mer. Ouais, faut pas tomber dans l'eau, je vous le dis, hein. Vous faites becter en 1 seconde. On se balade. C'est bon, c'est bon. Ah, il y a un petit cimetière qui a l'air joli en face. On va aller le voir après. On va retourner du côté soleil, boire un café. Bon, on est sur une terrasse rooftop où on mange, comme on peut le voir. Et si vous regardez au fond là-bas, on peut apercevoir la cordillère des Andes. Et c'est notre dernier jour à Valparaiso. Nous partons ce soir pour le Chili. Allez, il est temps de quitter Valparaiso et de commencer la véritable aventure sur la terre des Incas. Cheese. Après les épreuves du Chili, nous partons pour le Pérou. C'est là-bas qu'est né l'Empire Inca. Nous avons beaucoup de lieux mystiques à découvrir, et notre objectif final sera le Machu Picchu, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Nous passons par Lima, puis arrivons à Cusco. Voilà, vous voyez le stade de foot de la ville. On arrive à Cusco. Tout le monde est présent. On peut vraiment distinguer que le pays est développé. On se pose sur une piste en terre battue. C'est Roland Garros ici. Nous venons d'atterrir en parfaite. Nous sommes en vie. Ça y est, on est à Cusco. Ça a l'air génial. Plein de gens, ça bouge dans tous les sens. Il fait chaud. C'est cool, on est en t-shirt la nuit, alors qu'à Buenos Aires on se les pelait quand il faisait nuit. Regardez tous ces petits enfants indigènes. Ça y est, on est au Pérou. On ne peut plus faire marche arrière. Notre auberge sera le Coco Pays. Les lits sont des étagères humaines, mais l'ambiance y est festive. C'est qui a la main cassée? Main cassée, même pas peur, même pas peur. Triple fracture de la main, toujours avec les copains. Triple fracture de la main, toujours avec les copains. Regarde la veine. On a passé une bonne soirée hier soir, un peu fatigué.
mais ça va. Dès la première journée, on a soif de culture. On suivra le guide du tour gratuit, à partir de la place centrale. Il nous racontera l'histoire de la ville. Il y a 1000 ans, les premiers Incas seraient nés du soleil. Ils auraient quitté leur grotte, et le soleil leur aurait ordonné de créer une ville, là où leur bâton d'or s'enfoncerait dans la terre. C'est là que Cusco a été fondé, comme nombril de l'Empire Inca. La ville antique était en forme de puma, avec la tête, le corps et la queue. Aujourd'hui encore, tous les murs d'origine sont présents, mais ils ont été recouverts par des constructions espagnoles. On aurait aimé pouvoir observer de nos propres yeux cette incroyable ville comme elle était il y a un millénaire. Voilà, on est bien au Pérou. J'ai fait quelques emplettes, on est en train de faire un tour avec un guide qui nous apprend plein de choses. Bon, sinon j'ai acheté du chocolat 100% cacao, 100%, et une barre de coca. Après la visite guidée, on est monté voir le panorama sur les hauteurs de la ville. On y découvre le Cristo Blanco. Et on se dirige ensuite vers le plus gros site archéologique de la ville. Jésus. Et notre nouveau pote. Petit lama. Donc on est à Sacsayhuaman. C'est ruine d'une cité Inca. Et le guide tout à l'heure nous a dit que on sait toujours pas comment ils ont fait pour amener tous ces cailloux parfaitement taillés ici. Et du coup, quand les Espagnols sont venus, ils ont fait n'importe quoi à Cusco, ils ont tué tout le monde. La dernière bataille, ça a été ici. Donc Cusco, c'est en contrebas. Là, on est sur un des points les plus élevés de la vallée de Cusco. Et les Incas, ils en avaient plus rien à foutre. C'était des kamikazes, ils prenaient les Espagnols dans leurs bras, les chevaliers, et ils se jetaient du haut de la montagne avec eux. Donc, je vous assure que là, c'est un site où on ressent qu'il s'est passé des choses. Il y a des milliers de morts. Bon, sinon, à part ça, ma main commence à aller de mieux en mieux. Je peux rebouger mes doigts, elle dégonfle. Ah, il y a le Christ, on était tout à l'heure. Ah, pardon. Tu vas prendre photo?
Ah ben, en bas, regarde, on voit la plaza d'Irma. Ouais, j'ai pris une énorme photo. Ce sont des gens, il y en a plein alors. C'est marrant. Non, là, il y en a 0. Ouais. Sacsayhuaman est une immense forteresse inca qui forme la tête du Puma. Les pierres font entre 100 et 200 tonnes de roches volcaniques. C'est absolument incroyable d'avoir réussi une telle construction il y a plusieurs siècles. La théorie officielle suppose que des dizaines de milliers d'hommes auraient utilisé des rampes faites en petits galets. Bon, la vérité reste un mystère. En 1536, les Espagnols avaient déjà gagné tout le Pérou. Et Sacsayhuaman était le lieu de la dernière résistance des Incas. Les conquistadors ont assiégé la forteresse de nuit et le dernier chef Inca s'est jeté dans le vide depuis sa tour. Respect maximal. Salut. Tu regardes comme un chien. Ouais. Attention, 3, 2, 1. Voilà, vous voyez, une création alien. Le second gros site que nous visitons est Coricancha. Il y avait un réseau de canalisation déjà à l'époque. Un patch. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment beau, c'est agréable. C'est super.
C'était le temple du soleil, le lieu le plus sacré pour les Incas, où avaient lieu toutes les cérémonies. Il y avait de l'or partout, en sculpture, sur les toits, sur les murs. Et puis, les Espagnols sont arrivés et ils ont dit « Non, on va tout raser et faire une église ». Il y avait un petit groupe d'oiseaux dans ce coin-là, mais vous les avez fait fuir. On est dans un monastère construit par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, après qu'ils aient envahi le royaume Inca. Mais en fait, ils construisaient à chaque fois les édifices religieux par-dessus les édifices religieux des Incas. Donc en plein milieu du couvent, vous avez des gros monuments Incas. C'est fou. Regardez là-bas, vous en avez un autre. On a appris beaucoup de choses sur les Incas, et on va continuer crescendo, site après site. Puis on finira ce voyage en apothéose avec le Machu Picchu, notre première des 7 merveilles du monde. Bon, nous voilà en territoire hostile, à Tipon, 3400 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de vent. Et c'est une ancienne cité Inca ou un truc comme ça. Ah, ça souffle. Tipon est l'un des plus gros sites Incas qu'on verra. C'est une vallée sacrée de grandes terrasses agricoles, quadrillées par des réseaux d'eau d'une grande prouesse technique. Comme presque tous les sites Incas, son but réel est inconnu. Mais il pourrait s'agir d'un laboratoire scientifique ou d'un palace pour l'empereur. Ah, 3400 mètres, ça fait souffler, hein, les escaliers. Je pars seul en randonnée pour remonter la source d'eau. Voilà, Baptiste, toujours le plus malin. Je me suis mis à l'abri du vent, je suis dans les ruines. Regardez, ces canaux. Parfaitement droit. Regardez les escaliers qui se faisaient sur les côtés pour monter. Ça devait être grand comme ville ici. Et le roi espagnol qui est arrivé. Le connard, comme il l'appelle ici. Oh, regardez Hergé, tout là-haut. C'est par là. Je passe à côté d'un ruisseau.
Je vais tremper ma main malade dans cette eau millénaire. Ça va sûrement la soigner. Ouh, c'est froid. Je progresse dans une végétation dense. Ah, ils avaient une parfaite maîtrise des sources, hein, visiblement. Regardez. Oh, des maisons. Regardez. Ils faisaient des fontaines. Approchons-nous maintenant de cette fabuleuse fontaine miracle qui va guérir ma main meurtrie par le Chili. Regardez-moi ça. Hop, là-bas ça se sépare en 4. Ça se sépare aussi sur les côtés. Incroyable. Oh, j'ai perdu mes compères. Je crois qu'ils sont montés, ils ont monté l'escalier là-haut là. Oh, on les voit d'ailleurs. C'est là où je vais aller. Attention, ça pique les yeux. Ouais, je viens de croiser Patch et Flo. Ils redescendent d'ici là. Ils vont faire la ville en bas que je viens de faire. Et d'après eux, ici, le système d'irrigation est vraiment avancé. Il y a des maisons qui ont l'eau courante. En fait, ouais, ils se mettaient l'eau courante dans leur maison, les mecs. Moi, je vous dis que c'est pas humain tout ça. En redescendant de la montagne, je croiserai Baptiste. Je viens de croiser Hergé. Matez ça. Le ruisseau, il vient de tout là-haut. Et il irrigue toutes les habitations en contrebas. Voilà, on est en haut du canal Inca. Et regardez, ça coule encore, hein. Ça continue. Je suis sûr que ça part du sommet de la montagne, c'est un coup. Je crois que j'ai jamais été aussi seul au monde. Je suis le canal des Incas. Ça perd de vue. Je crois que c'est fou. D'un coup, ils sont allés chercher l'eau là-haut. Hein. Voilà, c'est bien. Ils prennent la route jusqu'en haut. Bon voilà, je vais faire demi-tour parce que là, ça continue à perdre de vue. On le voit, il est là-haut, là. La fente, je sais pas si vous la voyez. Ça va trop loin. Je dois bien être à 3600 mètres d'altitude, 3700 même je pense. On va redescendre. Site après site, nous nous rapprochons de la merveille du monde. Samedi 11 juin est la journée la plus chargée de notre odyssée. Et le site du jour s'appelle Moray. Ça veut dire maïs. Et c'est un centre de recherche scientifique qui a permis aux Incas de simuler plus de 20 microclimats différents. Avec ça, ils pouvaient faire des calculs de rendement agricole de toute la vallée de Cusco selon la météo. Ils auraient même réussi à acclimater des centaines de plantes étrangères pour les cultiver. Bon, on vient de découvrir une structure alien. On va pas nous faire croire que c'est des hommes qui ont construit ça.
paraîtrait que c'est les Incas qui utilisaient cette surface pour tester des récoltes. C'était une sorte de laboratoire agricole. Ils testaient des nouvelles graines, ils regardaient si ça marchait. Moi je vous dis que c'était une piste d'atterrissage de soucoupe volante. C'était un putain de spatioport. Arrivé au Salineras. Alors là, c'est assez hardcore. Dans un canyon énorme, un flanc de falaise, une salinière à perte de vue. Wow. Oh là 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 là. C'est fou. Matez-moi ça. Pas de chez Flo. Voilà, route pour dans les Salineras, c'est assez périlleuse, regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace pour marcher. On vient de là-bas. Pas se casser la gueule. Putain. Après Moray et les salines de Maras, nous passons à Chinchero. Les magnifiques bâtiments coloniaux et le marché péruvien ne sont que la partie émergée qui cache le site Inca derrière. Trop bien. Encore d'énormes cultures en plateau à la gloire de l'empereur. Ce gigantisme Inca nous aura profondément fascinés. Bon, c'est bon, je ne crois définitivement plus que ce sont des hommes qui ont fait ça. D'ailleurs, le guide, notre taxi, il nous l'a dit, hein. On lui a demandé comment est-ce que c'était possible qu'à faire des murs de pierre parfaitement imbriqués, sans aucun ciment. Chaque pierre s'adapte à toutes celles qui sont autour, au millimètre près. Et comment ils pouvaient transporter surtout des pierres aussi lourdes. Et il nous a dit qu'ils avaient des pouvoirs de lévitation en fait. En fait, le dieu soleil leur découpait les pierres et la mère terre, enfin, ils appellent ça la mère nature, leur faisait léviter les pierres.
et que c'est comme ça qu'ils auraient construit tous ces sites dans la vallée sacrée. Aussi, ils avaient les crânes allongés. Ils se mettaient ils mettaient des presses sur les cerveaux des enfants quand ils naissaient pour leur allonger le crâne, soi-disant pour ressembler à leur créateur. Ah, regardez, RG se fait plaisir. En mode parcours. Il en chie un peu là, je pense. On est quand même à 3500 mètres d'altitude. Tenez, là-haut il y a Patch, Florent et notre guide. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 niveaux, mec. C'est n'importe quoi. Imagine déjà un chantier avec les moyens d'aujourd'hui pour fendre la montagne comme ça et faire des terrasses. Oui. Terrasses de 2-3 mètres sur 21-22 niveaux. Ah, c'est bon. Ils ont rencontré les Anunnaki, les aliens au crâne allongé, ils ont voulu leur ressembler en déformant le crâne de leur bébé. C'est sûr. Ils leur ont donné le pouvoir de découper la pierre et de la faire léviter. La journée n'est pas encore finie et nous explorons les alentours de la ville inca Ollantaytambo. Cette ville guerrière a été le lieu d'un combat acharné entre Incas et Espagnols. Mais certaines constructions ont plus de 2500 ans. Ça veut dire qu'elles datent de 15 siècles avant les premiers Incas. Leur origine est inconnue. Les scientifiques modernes ne savent toujours pas expliquer comment un peuple précurseur si ancien a pu ériger des constructions à cette hauteur, en dépit de toute logique. Rien ne les a arrêtés, ni les distances, ni la dimension titanesque des matériaux, ni les torrents à franchir, ni les montagnes à escalader. On passera la nuit dans cette région, en fantasmant des histoires sur les Anunnaki et les mystères du passé. C'est chez nous ici. Dimanche 12 juin, on se lève tôt pour assaillir la forteresse d'Ollantaytambo. Juste à côté de l'hôtel, grosse falaise, aucune barrière, tu te rates, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Aucune barrière, enroulez boulet, vous êtes mort. En face, il y a un gros temple inca. On va rejoindre Florent qui doit être là-bas après. En face.
C'est putain de beau, mec. Et là, t'es en harmonie avec la nature. Mate-moi ça. Nous sommes presque au sommet de l'Ollantaytambo. Nous y étions tout à l'heure, mais on est redescendu. C'était tout là-haut. On manque d'oxygène. Nous sommes exténués. Patch saigne du nez. Il en met partout. Main cassée, nez brisé, Moi, je suis bien. morale brisée. Ah, Florent, il a plein d'escaliers secrets. Le long de la falaise. Il est là-bas, le malin. L'américain Pacheco. Et le chinois Hergé. On vient de trouver 2 petits lamas sauvages au pied des ruines. Fais-le cracher. Oh, ça a vraiment une gueule de chameau. Il a l'air putain de blasé. Le noir, il a l'air plus pisse. Ouais, les noirs, ils sont toujours plus zouk, plus calmes. Ça doit être le danseur de l'équipe. Ouais. Il va me cracher dessus, je sens. Le train d'Ollantaytambo sera notre dernier transport pour nous approcher du Machu Picchu. Voilà, on est dans le train Alcaray qui nous amène au Machu Picchu, à Aguascalientes. Et comme vous pouvez le voir, la route est folle. Putain. Nous arrivons au village d'Aguascalientes, qui veut dire les eaux chaudes. J'ai entendu beaucoup de rumeurs parlant d'un passage secret dans la jungle qui permettrait d'observer le Machu Picchu depuis un autre sommet.
Il faut trouver le chemin caché de la montagne Putukusi. Florent a une grosse migraine. Il est contraint de rester à l'auberge. Nous serons seulement Baptiste, Patch et moi dans la jungle. On a trouvé le passage. Malheureusement, les échelles sont cassées. Les câbles sont rouillés et la roche ruisselle d'eau. Patch n'a pas l'entraînement suffisant. Baptiste a la main cassée. Je monte quelques mètres. La paroi glisse comme du verglas. Le bois est pourri. Je sens qu'au moindre faux pas, je risque de faire une chute mortelle. À quoi bon risquer ma vie si je suis seul, sans mes compagnons? C'était de la folie de faire ça. Je redescends. C'est un échec. On va aller se faire des bains d'eau chaude. Trop pressés de découvrir le Machu Picchu, nous avons pris des risques. Et les dieux nous ont rappelé à notre patience. La merveille nous attend demain, pas avant. Autant en profiter pour se cultiver au musée et retrouver nos forces dans les eaux thermales. Demain est un jour historique pour nous quatre. Voilà, on fait une balade dans la jungle, visite des jardins botaniques de Pichu et du musée. Nous allons nous régénérer au bain thermal Linguas Calientes. Bar musique, serve à boire dans les bains, c'est ça qu'on veut. Lundi 13 juin, c'est le jour J, pour lequel on s'est préparé, mentalement, physiquement, culturellement. Le réveil sonne à 3h du matin. Patch a du mal à se lever. Il fait son fragile, faut le brusquer un peu. J'utilise la manière forte. On quitte Aguascalientes en pleine nuit, en direction de la montagne. Mais quelque chose ne va pas. Patch s'arrête de marcher. Oh non! Un geyser de vomi. Quelle violence! Alors ça y est, tu as terminé? Patch abandonne la montée. Putain, on est maudit. Mon mal des montagnes en Bolivie. La main cassée de Baptiste au Chili. Les migraines de Florent hier. Et l'intoxication de Patch aujourd'hui. Les fléaux des dieux s'abattent sur nous. Mais on a une solution. Le déplacement instantané. Le déplacement instantané? En fait, Patch peut rentrer dormir pendant que nous autres ferons la montée à pied. Et il pourra ensuite prendre un bus qui nous rejoindra directement au Machu Picchu. Florent, Baptiste et moi devons désormais marcher le plus vite possible. Sinon, les premiers bus de touristes américains obèses arriveront avant nous au sommet. Ce serait intolérable. On se motive entre nous et on double tout le monde, animé par une force surnaturelle. Ça va beaucoup trop vite, j'arrive pas à les suivre. On a monté les 1800 marches en 45 minutes seulement. Une belle prouesse physique. Voilà, on a gagné, on est en haut de Pichu. Patch nous a lâchés. Il redescend au bus. Il a vomi, c'était trop dur. Il était pas bien cette nuit en plus, le pauvre. Voilà. Peloton de tête. Ouais, avant le soleil. On est dans les premiers. Le jour se lève. Voilà.
on l'a fait. On est au Machu Picchu. On a fumé la montée en 45 minutes. Magnifique. Oui, 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 on arrive. On est au-dessus des nuages. Il est 6h du mat, on est parti à 4. Il y a eu de l'attente. Allez, c'est parti, on continue à grimper. On est arrivé au sommet, encore de la brume. Putain de merveille. Enfin entré sur le site du Machu Picchu. On y est. Sommet du Machu. 6h du matin. C'est levé tôt, aucun touriste encore quasi. Il y a encore plein de brouillard, donc on voit pas grand chose. On a fumé la montée en 45 minutes avec Flo et RG. Patch a eu un petit souci de santé et il a vomi. Du coup, il me crachait dessus ce lama. Il me crachait dessus ce lama. On doit être à 2005. Sacrés escaliers. On se demande comment ils ont construit ici. Derrière, c'est la falaise totale. On est à 2400 mètres d'altitude. Ce site somptueux était auparavant la cité sacrée du dieu soleil. Quelques centaines d'Incas vivaient ici et faisaient partie de l'élite de la nation. La ville fut abandonnée pendant l'invasion espagnole, puis oubliée pendant des siècles, jusqu'à 1860. La puissance Inca. Ah, c'est ouf que ça fonctionne encore. T'as vu ces pierres parfaites? Temple du soleil. Pierre parfaite. Olef. Intérieur du temple du soleil. Matez la précision, sans ciment. Pierre posée au millimètre. Matez le découpage de la roche. On est dans le temple du soleil. On n'a pas le droit d'aller plus loin. Matez ça. C'est ce rocher qu'ils ont taillé. Mais c'est complètement bizarre. Il y a deux styles d'architecture différentes. Il y a des pierres absolument parfaitement découpées, sans ciment, posées les unes sur les autres, au millimètre, adaptées à toutes celles qui les entourent. Et d'un autre côté, on a des trucs comme ça. Plutôt style moyenâgeux, comme les Gaulois ou je sais pas quoi. Il y en a beaucoup qui disent que ces bâtiments comme ça, là, ils étaient là avant. Et que les Incas les ont réutilisés. Il y a une guide qui disait qu'on retrouvait les mêmes constructions, le même type de construction en Égypte pour les pyramides. Expliquez-moi comment ils ont pu construire ça ici. Oh putain, les montagnes! T'as vu le dôme en face, on dirait un fake. My god! On passe la journée ici, Machu Picchu. Oui, la journée. On n'a pas déjeuné. C'est levé à 4h du matin. Nos seules provisions, c'est 2,5 litres d'eau par personne, du pain, comme au Moyen-Âge, et des bananes. Je vous assure que le restaurant ce soir, il fera plaisir. La brume s'est dissipée petit à petit, pour nous laisser enfin admirer la merveille dans son intégralité. Pendant ce temps, Patch a pu récupérer ses forces. Il commence la montée en bus, dans l'espoir de nous rejoindre sur le site Inca. Voilà.
De notre côté, on commence la montée vers la Montaña Machu Picchu. C'est le plus haut sommet du coin, à plus de 3000 mètres. Je suis en vêtements amples et pieds nus. Voilà la tenue que je préfère. Pratique et confortable. Escalier Inca pour monter du site du Machu Picchu sur la montagne Picchu. On n'est pas encore arrivé au sommet, mais déjà maintenant, ça pique. Là, on doit être haut, ouais. Le site, il est à 2005, on doit être à 2009, 2008. Progressons en terrain hostile. Chemin complètement dans la jungle pour aller sur le mont Picchu. Je sais pas pour combien de temps on en a encore, mais oh, ça grimpe. Je pense que il faut de la condition physique là. Une marche de 50 cm. Hergé le singe, pieds nus. Oui, c'est un marine. Nous allons au Mordor. Ce sont les escaliers, c'est les Incas qui ont créé les escaliers du Mordor. Les enculés. Pire que le pisco sourd. Putain. Putain, sa grand-mère. Putain, il est loin le Machu. Hein. Ouais. On est beaucoup plus que Huayna Picchu là. Oui. Putain, et ça grimpe encore. Allez. Encore 20 minutes quoi, je pense. On est au sommet de pas mal de... On dépasse pas mal de montagnes. Ah ouais. Huayna Picchu, on dépasse bien. Bien de 500 mètres, je pense. 300. Non, c'est pas loin. On est presque au sommet. Putain, on l'aura mérité. Dites-vous qu'on est parti de là, tout en bas, dans la vallée, à pied. On est monté au Machu Picchu qui est là. Et là, on monte au sommet d'une autre montagne. Voilà, on est au sommet. Au sommet de la montagne Machu Picchu. On vient de tout là-bas dans la rivière. Tout là-bas, c'est Aguascalientes. On est parti de là-bas à pied. Jusqu'à le pont que vous devez distinguer ici. On a tout monté à pied jusqu'au Machu Picchu, qui est ici. La cité sacrée des Incas. Et on a ensuite grimpé toute cette montagne pour arriver là. Une photo fusion.
Voilà, on est descendu de la montagne Pichu. Donc on retourne sur le site du Machu pour revisiter. Il est 10h45 et voilà où on était tout à l'heure. Vous voyez la montagne là-haut? On était au sommet. Après ces 600 mètres de dénivelé positif puis négatif, nous voilà de retour dans la cité Machu Picchu. On retrouve enfin Patch, miraculeusement guéri. Ce sont probablement les cellules de Saiyan qui sont en moi qui m'ont sauvé la vie et m'ont donné cette nouvelle force. Ça y est, nous sommes tous les 4 sur le site de cette merveille sacrée. Aucun obstacle ne nous aura empêché de nous retrouver ici. Pour fêter nos retrouvailles, nous marchons en direction de la Porte du Soleil, d'où la vue est magnifique. Pas mal. On est brisé par la fatigue et la maladie, mais on est heureux. On l'a fait, putain. Fin du Machu Picchu. Un bon repas dans Cusco nous fera du bien à tous. De retour à Cusco, calé sur la place, après le Machu, on se fait une petite bouffe. Nourriture fudge, hop. J'aime bien Cusco, je reviendrai. J'ai besoin d'absorber de grandes quantités de substances vitales. C'est la seule façon d'augmenter ma force. On sera témoin d'une grande fête, comme si les Incas nous disaient adieu. Il est maintenant temps de rentrer. Patch reste un jour de plus à Cusco pour profiter de sa guérison. Sans lui, nous prenons donc nos avions pour Lima, puis Santiago du Chili. On dormira dans l'aéroport en ressassant nos aventures. Voilà notre hôtel pour la nuit. Tout en Cameroun. Baptiste rentre en France. Florent et moi en Argentine. C'est la fin d'un chapitre, mais pas de l'histoire. Il reste d'autres merveilles du monde à voir. Et surtout, où que ce soit, il reste de nombreuses aventures à vivre, à travers notre si longue amitié. Merci à tous.